Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Thomas Hobbes contre matérialisme physique et contractualisme politique. Philosophe anglais, auteur de célèbres Léviathan, mais aussi de trois importants ouvrages qui composaient ces éléments de philosophie. Des Cives du citoyen, 1642, De corpore, 1655, dit aux mines 1658. Thomas Hobbes est un théoricien du droit et du contrat social et comme tel l'un des fondateurs de la philosophie politique moderne. Principales œuvres de Hobbes sont les éléments de la loi naturelle et politique, 1740, de la nature humaine, 1740, du citoyen ou le fondement de la politique, 1642, Léviathan, 1651, de la liberté et de la nécessité, 1654, du corps politique, 1655, Behemoth, 1668. L'héritier de Hobbes était considéré comme un héritier du matérialisme antique. Ancien étudiant d'Oxford, Thomas Hobbes travaille à partir de 1620 avec le philosophe Francis Bacon, qu'il introduit dans le milieu scientifique. Il se familiarise alors avec la philosophie mécaniste et porte un grand intérêt aux anciens philosophes matérialistes ainsi qu'aux recherches physiques sur la conservation de mouvements. À Paris, il découvre en 1629 la méthode inspirée d'Euclide qu'il commence à appliquer dans son court traité des premiers principes. En 1640, alors que se prépare la première révolution d'Angleterre, Hobbes rédige les éléments de droit naturel et politique. Par prudence, il vit en France jusqu'à 1651. Proche de l'abbé Merson et de Galilée, il se lie également d'amitié avec William Harvey, qui avait découvert la circulation du sang et avec qui il partage les mêmes affinités méthodologiques. En 1660, Charles II retrouve le trône de Stuart, et bien qu'il ne soit pas hostile à Hobbes, celui-ci devra se défendre contre de nombreuses accusations de trahison et d'athéisme. En 1683, l'université d'Oxford condamnera dans l'allégresse générale des décives en même temps que le Léviathan qu'elle accuse d'attribuer à l'autorité civile aux origines populaires. Le penseur de la cité, celui Hobbes, quiconque observe comment il pense et raisonne connaîtra par là même les pensées et les passions des autres hommes en des occasions semblables. Cependant, cette similitude de pensées et de passions individuelles n'apparaît pas dans l'état de nature, qui est le règne de la dissimulation et du mensonge et de lutte. On ne peut en juger que dans l'état civil, où celui qui doit gouverner toute une nation ne doit pas lire en lui-même tel ou tel individu l'humanité. Le désir de puissance, selon Hobbes. L'état de nature est affecté d'une contradiction qui rend son développement nécessaire. Le point de départ, on est le conatus, le fort, pour se conserver soi-même dans la spécificité humaine et la défense contre la menace qui représente l'autre, le grand moteur de la lutte contre tout et la crainte de la mort subite plus que le désir de dominer infiniment. En fait, le désir humain ne se satisfait pas dans la simple reproduction de mouvements vitaux et le désir infini de puissance. Ainsi, il y a une inclination générale de toute l'humanité, un désir perpétuel d'acquérir de plus en plus de pouvoir. Or, il ne s'agit pas ici d'une simple accumulation d'objets, parce que d'une part, le désir de puissance résulte dans la relation à autrui, que d'autre part, le pouvoir sur autrui est le plus grand des pouvoirs. La vraie valeur de l'homme, selon Hobbes, dans sa relation à l'autre, chaque moi individuel tend à s'accorder à lui-même la plus haute valeur possible. L'analyse de la notion de valeur
fournit la clé de la contradiction propre au désir de puissance dans le processus de la reconnaissance. En effet, ce que Hobbes appelle la vraie valeur d'un homme ne correspond ni à l'importance de cet homme s'accorde à lui-même, ni à un absolu. Elle se réduit comme toute chose à son prix, c'est-à-dire qu'on donnera pour disposer de son pouvoir. Pour Hobbes, il ne s'agit pas seulement de se réduire la valeur de l'homme au prix de la chose, mais de montrer que sa valeur réelle n'est pas celle que le moi s'accorde dans son affirmation de soi. Elle dépend entièrement du besoin et de l'opinion de l'autre. On comprend de lors la nécessité pour chaque individu d'accroître sa puissance et la contradiction dans laquelle est enfermé le désir de puissance. Maintenant, le passage de l'état de nature à l'état civil. L'opposition entre l'état de nature et l'état civil n'est pas une opposition simple de la nature et de l'artifice. En effet, le premier comporte déjà l'artifice du langage verbal, source de tous les autres artifices, en particulier de l'état. C'est la parole qui permet de prendre conscience de la contradiction du désir de puissance d'en sortir par l'acte verbal du contrat. Il est légitime que les hommes obéissent à l'État à condition que celui-ci garantisse l'ordre en exerçant une autorité et non une domination. L'État est une personne artificielle dont la nature est la représentation de l'ordre civil et la fonction, la protection des citoyens. La réflexion entreprise par Hobbes dans le Léviathan porte sur le sens du pouvoir d'État et non sur une forme de gouvernement. L'ouvrage présente une théorie du pouvoir sous sa forme pure. À l'état de nature, l'homme est dénué de toute bonté, comme les animaux livrés à la loi de la jungle. D'où la formule qu'on attribue à tort à Hobbes. L'homme est un lot pour l'homme, et le règne est la puissance anarchique de la multitude. Potentia. Hobbes expose comment cette multitude se convertit par contrat dans un pouvoir politique. Potestas. Ce processus n'est plus qu'un consensus ou une concorde, une unité réelle de tous en une seule et même personne que l'on appelle République Civitas. La multitude se transforme alors en peuple. Hobbes peut donc légitimement récuser tout droit de révolte, car celui qui se plaint d'un tort commis par le souverain se plaint de ce dont il est lui-même l'auteur. Prolongement logique de la théorie du contrat, la théorie de la souveraineté affirme que c'est bel et bien un pacte social qui institue le monarque, ce qui signifie l'abandon de toute théorie de droit divin. La philosophie d'Hobbes se concentre que Hobbes est un philosophe du contrat. Thomas Hobbes, philosophe anglais, est essentiellement l'auteur des ouvrages de Sive, Léviathan. Si la réputation de Hobbes fut bien longtemps s'endaler, il aurait développé une doctrine centrée sur l'État tout-puissant, une philosophie absolutiste. Nous comprenons aujourd'hui notre dette à l'égard de celui qui fut un des principaux fondateurs de la pensée politique moderne, notamment le courant contractualiste de la philosophie politique qui sera développé sur le versant démocratique par Rousseau et Kant et plus récemment par John Rawls dans la théorie de justice, 1961. Hobbes, l'anthropologie avant la politique. La référence de Hobbes est tout d'abord anthropologique. Il s'appuie sur une vision de l'homme, vision servant de point de départ à sa problématique politique. Hobbes s'attache à la nature humaine à décrire l'homme qu'un être doué de parole. Cette dernière est en norme et règle de vrai et de faux. Là où il n'y a pas de parole, il n'y a ni vérité ni fausseté. Nous dit Hobbes dans le Léviathan. Mais qui est la parole? L'acte par lequel s'exerce la fonction du langage. Ces derniers désignant l'enchaînement de mots que les hommes ont établi arbitrairement pour signifier la succession du concept de ce que nous pensons.
L'homme, ce créateur de signes, est aussi une force, un ensemble de désirs et d'aptitudes réagissant au contrat des autres hommes, semblables à lui, en force et en désir, et représentant ainsi autant de concurrents dans l'état de nature, l'homme tente d'opérer une contrainte sur l'autre, évitant un état de guerre avec lui. Que représente cet état de nature? Ce n'est pas une réalité historique, mais une fonction historique, théorique, où Hobbes nous donne à avoir un état originel de guerre se caractérisant par la menace permanente. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Lorsque les hommes vivaient selon l'état de nature, leurs forces s'affrontaient nécessairement, leur existence étant alors conforme aux droits naturels. Liberté qu'a chacun d'user comme il veut de son pouvoir propre pour la préservation de sa propre nature. Hobbes, le contrat, l'avènement de Léviathan. L'état de nature, état de guerre et de violence condamne l'homme à une existence quasi animale, sans culture ni civilisation. Rousseau contredira Hobbes sur ce point en utilisant le mythe de bon sauvage. Chez Hobbes, l'état de nature doit être dépassé. Un contrat était donc nécessairement pour échapper à cet enfer, à ce risque permanent où la violence menace chacun. En raison de la situation concrète de l'homme et de la défiance réciproque que le caractérise, le cause de discorde étant multiple, il s'agit de le dépasser et d'établir la paix. Le contrat désigne la convention pour laquelle les hommes se dessaisissaient de leurs droits sur toute chose et conféraient leur pouvoir à un monarque ou à une assemblée accomplissant le bien général. Alors s'effectue le passage de l'état de nature à l'ordre politique et l'homme crée ainsi l'État ou la République organisme exerçant le pouvoir politique. Il faut voir dans cette création un produit de l'art humain. Dans cette perspective, le souverain, dispositaire de la personnalité de la cité, dispositaire qui peut être un monarque ou une assemblée, a pour fonction de prendre soin du bien du peuple et de réaliser le bien général. Les autres hommes sont le sujet du souverain. Avec Hobbes, la philosophie politique prend donc un sens nouveau. L'état de cette création humaine est destiné à mettre fin à la barbarie naturelle. Voici l'homme créateur de l'état de ses œuvres. Hobbes nous apparaît donc très moderne à bien des égards. Comme théoricien de l'état humain, est aussi comme penseur de pouvoir, défini en tant que capacité effective d'obtenir quelques biens futurs à partir des moyens présents. Hobbes et l'homme loup une anthropologie fondée sur la guerre. Le Léviathan de Thomas Hobbes est un grand livre de philosophie politique. Pour une simple raison, c'est sans doute ces préceptes qui ont le plus fondé nos régimes politiques modernes. Le Léviathan relate l'aventure politique moderne à partir de l'état primitif de l'homme, que Hobbes décrit comme un état de guerre de tout contre tout, dominé par les bestialités de rapport. C'est à partir de ce postulat, l'homme est un loup pour l'homme, que les philosophes anglais bâtissent sa théorie de Léviathan. Tout ce qui résulte d'un temps de guerre où tout homme est l'ennemi de tout homme résulte aussi d'un temps où les hommes vivaient sans sécurité, sans autre sécurité que celle que leur propre force et leur propre capacité d'invention le donneront. Dans un tel état, il n'y a aucune place pour une activité laborieuse, parce que son fruit est incertain. Et par conséquent, aucune culture de la terre, aucune navigation, aucun usage de marchandises importées par mer, aucune construction convenable, aucun engin pour déplacer ou soulever des choses telles qu'elles requéraient beaucoup de force, aucune connaissance de la surface de la terre, aucune mesure de temps, pas d'art, pas de lettres, pas de société. Et c'est que le pire de tout, la crainte permanente et le danger de mort violente et la vie de l'homme
et solitaire, indigente, dégoûtante, animale et bref. L'apport de Léviathan, c'est la conception de l'homme. Le Léviathan, le livre célèbre de Hobbes, repose sur l'idée que les hommes ne pouvaient pas s'entendre avec trop méfiants et dominateurs pour cela. Il faut donc un tiers pour le faire se respecter l'un l'autre. Le Léviathan et ses tiers, cette force tutélaire qui s'impose aux contractants. L'anthropologie de Hobbes est pessimiste. Pour instituer cette force politique transcendante, les hommes doivent renoncer à leur liberté naturelle et ainsi transférer au Léviathan le pouvoir de contrainte et de la force. Pour quel bénéfice? En échange de leur liberté naturelle, le Léviathan assure la protection de ses sujets et de leurs biens. En toile de fond, il est intéressant de noter le profond pessimisme de Hobbes sur la nature humaine, laquelle doit être telle qu'elle doit être contrecarrée par une force politique transcendante. Le Léviathan est la réponse pacificatrice aux instincts de destruction humaine. La politique a pour but de civiliser l'homme. On est loin ici de l'absolutisme auquel on a souvent réduit la philosophie de Hobbes, car si Hobbes n'est certes pas un démocrate, il reste que ce contractualisme pose l'État de droit comme un fondement de la politique moderne, afin que l'homme ne soit plus un lot pour l'homme. Le Léviathan, sous-titré Traité de la matière, de la forme et du pouvoir d'une république civile, est un ouvrage du philosophe anglais Thomas Hobbes, dont la radicalité est saisissante, portant d'une anthropologie, conception de l'homme, pessimiste, faisant de l'homme un ennemi pour les autres hommes. Il conclut la nécessité d'un État fort, le Léviathan, lequel sera chargé d'assurer la sécurité de nombreux membres en échange de leur obéissance, formant ainsi un pacte social et politique. Il inaugure la grande tradition philosophique du contractualisme. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.